on pouvait venir faire son business à Gibraltar et puis repartir en Espagne et redevenir le citoyen lambda, monsieur tout le monde, etc. Et on se dit, tiens, c'est marrant, ils viennent tous nous dire bonjour, ils s'inclinent devant le mec, c'est cool quoi. C'est un tournage de film en fait, notre histoire. Sauf qu'il n'y avait pas d'acteur quoi. Mais là, c'est les premières années qui sont un peu. Tu te dis, on est revenu quoi déjà quoi. Hein, c'est le principal déjà. Pour cet épisode, on s'est rendu à Gibraltar. Hola, buenas tardes. Okay, perfect. Adios. Fantastic. Thank you very much. Gracias. José Manuel, le capitaine du cargo, a disparu dans les rues de cette enclave britannique en Espagne. Gibraltar, c'est à peine 7 km² pour 20 000 entreprises. On y parle le llanito, un mélange d'anglais et d'espagnol. Alors, j'ai demandé à Marc Fievet, ça ressemblait à quoi Gibraltar dans les années 90 ? En 92, Gibraltar, on peut dire qu'il y a 30% de la population qui est une population légale, à savoir banquiers ou employés de banque, avocats ou employés d'avocats, sociétés d'avocats créant des compagnies offshore. Et donc 30% de la population se dédiait à ça. 30% étaient dans le commerce, donc dans le commerce restaurant, souvenirs, etc., etc. Et puis 30% dans le business, ou bien de la coke, ou bien du cannabis, ou de la cigarette. C'est tout. Et tous ces gens-là, je veux dire, faisaient partie d'une seule et unique famille, à savoir qu'on pouvait très bien, dans une famille, avoir un douanier, avoir un contrebandier et avoir un banquier. C'est-à-dire que toute la chaîne était réunie, il n'y avait pas de problème pour blanchir. Gibraltar représentait quelque chose d'intéressant, à savoir qu'il y avait beaucoup de discrétion de la part de tout le monde. Les autorités posaient pas de questions et on pouvait venir faire son business à Gibraltar et puis repartir en Espagne et redevenir le citoyen lambda, monsieur tout le monde, etc. Vonvon, Jean-Bart, Bébert et Jean-Luc débarquent à Gibraltar une fois la marchandise écoulée. On est en décembre 1992 et c'est leur première fois sur le Caillou. On accoste et on voit un monsieur qui savait qu'on arrivait, forcément, toute l'équipe là. Et c'était le chef du réseau, on va dire, sans doute. On est arrivé dans le port, on s'est amarré et quasiment tout de suite il est arrivé quoi. Parce que je pense que pareil quoi, c'était une façon aussi de nous faire voir que c'était le big boss et que voilà, on n'a rien vu, rien entendu et qu'on ferme notre gueule quoi. Et il avait pas besoin de parler fort pour qu'on le sache quoi. Donc tu fermes ta gueule et puis encore une fois, moi il est hors de question qu'on dénonce des gens qui ont fait tout ce qu'ils ont fait pour nous quoi. Et puis quand on est arrivé en bateau, il a ouvert une mallette de pognon pour payer l'équipage devant nous. Donc tu vois, il faisait bien voir que en fait, il se cache pas. Il cache rien quoi. On est d'accord, vous avez vu quoi. Et l'équipage, tu sentais qu'ils étaient quand il est venu, tu vois, c'était tu baisses la tête quoi. Et les mecs plusieurs fois, tu vois, nous faisaient des signes, tu vois, parce que sinon. C'était pas pour nous tester, mais bon, ouais, si on avait cherché du boulot, on aurait pu trouver du boulot quoi. En 2 mots, voilà. C'était dit, bon bah voilà, je vous explique ce que je fais, voilà, et puis si ça vous tente, moi je vous embauche quoi. En 2 mots, c'était ça quoi. Bon, je pense qu'il a repéré les loulous dans leur bateau dans la tempête. Il dit ceux-là, bah, ils ont quand même des couilles quoi. Donc pourquoi pas quoi. Moi je me vois très bien faire un peu des arrêts dans les bars quoi. C'est ça, tout le monde s'arrêtait dans les bars et puis ils descendaient et après que c'est vraiment le parrain ou qui, je sais pas qui, mais voilà. C'est clair, il était pas là pour prendre un café dans tous les bars quoi. C'est clair. Ouais. Tout le monde s'inclinait devant lui quoi.
Enfin, toi, les mecs se levaient, on était au café, les mecs se levaient, ils nous demandaient ce qu'on voulait, alors que on était des touristes, quoi. Et on se dit, tiens, c'est marrant, ils viennent tous nous dire bonjour, ils s'inclinent devant le mec, c'est cool, quoi. Comme dans les films, quoi. C'est un tournage de film, en fait, notre histoire. Sauf qu'il n'y avait pas d'acteur, quoi. En allant à Gibraltar, on a retrouvé les rues qu'a arpenté notre papa. À flanc de rocher, sur la côte est du Caillou, la baie des contrebandiers. Grâce aux indications de Marc Fievet, on est tombé sur une réunion d'affaires, comme dans les films. La salle transparente, c'est réservé, il n'y a que des hommes dedans. Voilà, ça a l'air d'être un dîner d'affaires et Marc Fievet nous a dit que c'était là que se trouvait le bar des contrebandiers. C'est un club privé et c'est tout. Et ils en ont rien à foutre de toute façon du chiffre d'affaires que vous pouviez éventuellement générer en prenant une consommation, ils s'en foutent. De toute façon, ils vivent entre eux. Et c'est tout. Donc le bar appartient certainement à quelqu'un qui faisait partie du groupe. Et puis bon, le personnel est à disposition, c'est tout. Et ça, c'est tout ce qui est de plus classique. Retour en 1992. Les 4 amis ont compris le message. Silence radio sur ce qu'ils ont vu à bord. Le capitaine leur fait une proposition. Et, il a demandé à quelqu'un de nous, si on voulait rester à garder le bateau, le caboteur, là, en fait, quoi. Et Jean-Baptiste a dit, moi, je veux bien rester. C'est qu'il est resté sur le bateau, il lui filait des thunes pour être là le soir, dormir sur le bateau. Donc il était nourri, logé, payé, ce qui est plutôt sympa pour des gens qui ne connaissent pas. Et puis du coup, je sais plus combien il est resté, 10 jours je crois, 10-15 jours. Et donc est-ce qu'il t'a raconté qu'il a revu lui le mafieux après ? Après, il a été dans sa villa, apparemment, ouais, ce qu'il disait, et qu'il avait une énorme jumelle, et en fait, qu'il gérait tout ce qui se... Enfin, peut-être pas tout, mais une bonne partie de ce qui se passait, parce qu'il dit, tu vois, ça, c'est des offshore qui viennent du Maroc. Parce qu'en fait, d'où il était, il voyait tout le détroit de Gibraltar, quoi. Et là, je me demande, ce Big Boss, peut-être même qu'il a proposé du boulot à Jamba. Genre des activités de mafieux. Ouais, mais il a refusé, ouais. C'était d'envoyer des offshore sortir du Caillou, de Gibraltar, faire le tour du port, de jeter un offshore sur la plage, de se barrer avec une cargaison sur l'offshore, mais il lui dit, voilà, tu prends le bateau, tu arrives sur une plage, tu t'en fous du bateau, tu descends du bateau, tu pars, et il y a un mec qui t'attendra en bagnole et de partir, quoi. Tu vois, pour un truc de quelques heures, c'était peut-être 10 000 francs, ou c'était un truc énorme, quoi. Enfin, c'était un truc, effectivement, tu peux te dire, tu vois, t'es un branleur, tu pars en vacances, en plus tu te retrouves à sec. Ah tiens, ça peut être une occasion, mais comme il était pas con, il a pas préféré toucher à ce genre de truc, quoi. On était un peu cons, mais on avait des limites, quoi. Voilà, on savait où on pouvait jouer, faire ce qu'on voulait dans la salle de jeu, mais après, on n'avait pas le droit, quoi. Non, on avait la télé chez nous. On savait non, c'est pas jouable. C'est pas jouable. Non, c'est l'éducation, quoi. Tu peux pas, quoi. Ok, donc pas de mission de passeur de drogue. Pendant ces 3 semaines à Gibraltar, Jamba a profité du Caillou comme un touriste lambda. Et une histoire en boîte de nuit où il a été, pour faire le con, et qu'il avait bousculé un mec. Et le lendemain, quand il l'a vu, il l'a croisé avec le mafieux, il s'est dit, putain, c'est pas un enfant de cœur, lui. Du coup, il a été s'excuser, alors que Jamba, tu vois, il avait 22 ans, quoi. Donc, c'était un peu l'anecdote du truc, quoi. Pendant ce temps-là, Vonvon, Bébert et Jean-Luc décident de repartir vers le nord avec le capitaine José Manuel. Et le capitaine nous a dit, écoutez, si vous voulez, c'est Noël, moi, vous pouvez venir chez moi, ça me ferait plaisir et tout, quoi. Et du coup, on s'est dit, ouais, de toute façon, on n'a pas une thune, puis le mec, il est hyper sympa. On a été dans un supermarché, le capitaine nous a tout payé parce qu'on n'avait pas une thune. Il nous a payé nos freins, il nous a payé le resto. On était vraiment des boulets, quoi.
Donc on était dans sa bagnole, on était, du coup, on était 3. 1, 2, 3 derrière. Il devait avoir quelqu'un avec lui. Ouais, il devait avoir, oui, c'est ça, ouais. Il devait avoir un autre matelot qu'il connaissait de sa famille, et on est rentré chez lui au Portugal, ouais. Donc on a traversé tout l'Espagne, et on est arrivé chez lui au Portugal, quoi. Et il nous a logés, ouais, Royal au bar. Ce Noël 92, Antonio s'en souvient très bien. Foi no dia antes do Natal, Hein dia 24 de dezembro. Uhum. Foi 23, 24 de dezembro. 23, 24. Ah. É o que eu me lembro. Eles chegaram e antes ter roupa minha ou coisa, ou Ivan, Assim? Ok. para a treino. Depois viemos aqui a beber e comer. E passaram o Natal com a gente. Esse é o meu lembro. Ah. Depois, passado, se for. Ah. E foi. Depois mandaram prendas do meu pai. Ah. Eu me lembro do francês, o Yves. Ah. Yves. Yves? Ouais. No Natal temos as passas. Ei, não comes? Oh, 15 dias. Só comia passas. De retour en France, cette histoire colle à la peau des 4 copains. Le naufrage parvient aux oreilles d'un journaliste de presse locale. Je me suis retrouvé invité dans un gueuleton, on va dire, quoi. Hein. Et je me suis retrouvé à côté de quelqu'un qui fait l'éclaireur à Châteaubriand, un journal hebdomadaire, à discuter. Puis en discutant, eh bien, je me suis retrouvé à discuter. Tiens, il n'y a pas longtemps, moi, j'ai fait du bateau, on a coulé. Et il a fait tilt. Il me dit, c'est bien pour la une de mon journal une fois, ça. Et ça, voilà, ça s'est passé comme ça. Avec la photo, c'est la seule photo que... Voilà, c'est la plus belle, je crois, d'ailleurs. Hein. Enfin, la plus belle, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais elle est pas mal. Hein. Elle est magnifique. Donc, non, c'était bien, c'était sympa, ouais. Et puis la une, les naufragés du Popeye. Tu vois, le Popeye, forcément. Avec, s'il vous plaît, la première page à suivre. Aventure, première page. C'est pas dans le milieu du chantier, là, avec les sports et compagnie, quoi. Hein. Ah, c'est du sérieux. C'est du sérieux, hein. Même 30 ans après, raconter cette aventure demande de l'énergie aux rescapés. Les premières années, ce qu'ils veulent surtout, c'est tourner la page. Mais là, c'est les premières années qui sont un peu... tu te dis, on est revenu, quoi, déjà, quoi. Hein. C'est le principal, déjà. Non, on n'a pas parlé beaucoup de ça. C'est un échec, quelque part, quoi. Hein. Forcément, c'est un échec, donc... En même temps, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure qui a duré que 8 jours, quoi. Mais c'est vrai que c'est une putain d'aventure, surtout qu'on s'en est tiré vraiment sans une égratignure. On n'a pas perdu un bras, on n'a pas perdu une oreille. Ce que je retiens à mes copains, c'est pas ça, quoi. Ouais, JB, je retiens pas ça, quoi. Je retiens qu'il m'a beaucoup aidé, comme il m'a toujours aidé, mais je retiens d'autres choses, quoi. Je vais pas retenir ça. Ouais, pour moi, c'est pas le fait marquant de notre amitié, quoi. Voilà. Pour Brieux et moi, retracer cette incroyable aventure, ça a été assez émouvant et très intense. Ça nous a permis d'en apprendre plus sur Jamba, sur la personne qu'il était à 22 ans. Ce documentaire, c'est aussi une manière de rendre hommage à José Manuel, ce capitaine au grand cœur qui a pris des risques énormes pour sauver la vie de 4 inconnus. Une manière aussi pour nous de se rappeler de Jamba. Jamba, le jour où on s'est rencontrés, sans déconner, je pense que je souhaite à tous les gens du monde d'avoir avoir un pote comme ça, quoi. Le jour où j'ai rencontré Jamba, je crois qu'on s'est jamais lâché, quoi. C'est rigolo parce que tu vois, quand Jamba est décédé, toi, on était un peu des maillons, on était 4 maillons et là on a perdu un maillon. Un ami précieux pour beaucoup, un papa génial et surtout un amoureux de l'océan.